18 décembre 1944. À l'extérieur de la ville belge de Bastogne, la température est tombée à 14 degrés, en dessous de zéro. La neige tombe en nappes si épaisses qu'on ne peut pas voir sa main devant son visage dans des trous de renard, gelés creusés dans une terre dure comme la pierre. Les soldats américains sont blottis les uns contre les autres pour tenter de se réchauffer. Leurs doigts sont trop engourdis pour sentir la détente de leurs fusils. Ils sont encerclés depuis 2 jours. Des panzers allemands se massent dans l'obscurité au-delà des lignes. Les munitions sont presque épuisées. La nourriture a disparu. Les engelures emportent doigts et orteils au cours de la nuit. Et quelque part dans cet enfer glacé, un caporal de 22 ans, nommé Eddie Voss, est assis voûté sur une radio allemande, capturé les écouteurs, plaqué contre des oreilles gelées, écoutant des voix qui ordonnent sa mort. Il ne le sait pas encore, mais dans les 3 heures qui vont suivre son acte de désobéissance délibérée, son choix de faire quelque chose de strictement interdit par le droit militaire sauvera la vie d'environ 300 soldats américains. Ces hommes auraient été massacrés. Les rapports de perte avaient été rédigés. Les cérémonies commémoratives étaient déjà prévues, mais Eddie Voss, avec pour seules armes une voix allemande et un pari désespéré, allait transformer une catastrophe en miracle. Ce qu'il fit était qualifié d'infraction passible de cour martiale. Ce qu'il fit était techniquement illégal. Ce qu'il fit contredisait chacune des règles que ses commandants lui avaient inculquées. Pourtant, lorsqu'un général américain entendit enfin ce que Voss avait accompli, lorsqu'il comprit le calcul entre les vies sauvées et les protocoles militaires violés, il fit un choix qui protégea Voss de toute poursuite. Il classa l'incident. Il enfouit les dossiers. Pendant des décennies, l'histoire resta enfermée dans des archives militaires, portant la mention Teuk, trop classifiée pour la mémoire publique. C'est l'histoire d'un jeune homme sans formation particulière, sans qualifications apparentes, et doté d'un don extraordinaire, la voix de sa grand-mère. C'est l'histoire d'un moment où obéir signifiait la mort et désobéir le salut. C'est l'histoire de décisions prises en une fraction de seconde, dans une obscurité totale, et dont l'écho traverse l'histoire. Et elle révèle quelque chose de profond sur la guerre. Elle-même, parfois, les armes qui changent, tout ne sont pas forgées dans des usines. Parfois elles sont forgées dans l'enfance, dans la douceur de la voix d'une grand-mère, parlant sa langue natale dans une petite maison américaine. Son nom était Edward Voss, et pendant 70 ans, presque personne ne sut ce qu'il avait fait. Eddie Voss grandit dans le Midwest américain dans les années 1920 et 1930. Sa famille était germano-américaine, des immigrants arrivés aux États-Unis en quête d'opportunités et de sécurité. Sa grand-mère parlait encore l'allemand de son pays natal et éleva Eddie aux côtés de ses frères et sœurs, la langue coulant dans leur foyer comme de l'eau. Elle ne lui enseigna pas seulement le vocabulaire et la grammaire, elle lui transmit les dialectes, les accents régionaux, le rythme particulier et la musicalité de la parole allemande. Il absorba tout cela à ses genoux. L'allemand devint sa première langue, même si l'anglais l'entourait partout à l'extérieur de la maison. Lorsqu'Eddie Voss fut incorporé dans le corps des transmissions de l'armée des États-Unis, il était parfaitement ordinaire. Il n'avait aucune formation spéciale en renseignement. Il ne provenait pas des académies militaires. Il n'était qu'un simple caporal, un opérateur radio chargé de surveiller les fréquences et de relayer des messages. Son aptitude linguistique inhabituelle fut notée, mais elle ne fut pas exploitée. L'armée n'avait aucun usage particulier pour un jeune homme capable de parler un allemand parfait, avec un accent natif. En Amérique, en 1944,
Cela semblait être un handicap, non un atout. Les Germano-Américains étaient regardés avec suspicion. Sa maîtrise de la langue aurait pu faire de lui une cible d'accusation de loyauté partagée. En décembre 1944, la situation stratégique en Europe avait atteint un point critique. Les forces allemandes étaient censées être vaincues. L'Allemagne n'avait plus la capacité de mener des opérations offensives de grande ampleur. Tel était le consensus parmi les planificateurs militaires américains. Telle était l'évaluation du renseignement admise par tous. Le général Dwight Eisenhower lui-même croyait que les nazis étaient incapables de lancer une contre-offensive majeure. Ainsi, lorsque les forces allemandes violèrent ce consensus et lancèrent l'opération Herbst, l'offensive des Ardennes, en décembre 1944, l'armée américaine fut prise de court. Le renseignement échoua. La préparation échoua. La 6e armée blindée, SS, et la 5e armée blindée percèrent des lignes américaines, faiblement tenues, dans la forêt des Ardennes, créant une énorme saillie sur le front. C'est pour cela qu'on parla de la bataille des Ardennes. Au 18 décembre, les périmètres défensifs américains s'effondraient. Des unités se retrouvèrent isolées. Les communications se rompirent. Des colonnes de Panzer avançaient dans la neige vers des objectifs tracés sur les cartes de bataille allemandes. La 101e division aéroportée tenait la ville de Bastogne, mais elle était encerclée. Elle ne pouvait pas être secourue, elle ne pouvait pas être ravitaillée par les airs. Le mauvais temps empêchait tout vol. Les Allemands exigèrent leur reddition. Le moral américain commença à se fissurer. La réponse militaire standard, face aux infiltrations et aux attaques nocturnes, était simple: maintenir un silence radio absolu, aucune transmission. Aucun signal, rien qui puisse trahir une position ou un mouvement. La discipline radio était totale. La sanction pour avoir rompu le silence radio en combat actif était sévère, parfois l'exécution par cour martiale. Les soldats le savaient, les officiers l'imposaient. Les officiers du corps des transmissions, comme les supérieurs d'Eddie Voss, avaient donné des ordres explicites: surveiller les fréquences ennemies à des fins de renseignement. Oui, mais en aucun cas, absolument et catégoriquement, les radios américains ne devaient tenter de communiquer sur des canaux allemands capturés. C'était interdit, c'était illégal. Cela pouvait entraîner des accusations d'action militaire non autorisées, de conspiration, de sabotage. Les règles existaient pour une raison: maintenir le commandement et le contrôle. Mais ces règles, rédigées dans des quartiers généraux confortables, à l'hiver 1943, n'avaient pas anticipé ce qui se produirait dans des trous de renard, gelés à l'hiver 1944. Eddie Voss s'était porté volontaire pour entretenir le poste radio allemand, capturé dans la nuit du 17 décembre. Il s'agissait d'une mission de collecte de renseignements. S'asseoir dans un trou de renard gelé, écouter les ordres allemands, rapporter ce qu'il entendait aux officiers. C'était tout. Personne n'attendait autre chose. Personne n'imaginait que ce jeune caporal, sans formation en guerre psychologique, sans grade, au-delà de celui de caporal, sans aucune autorité autre que celle d'écouter, deviendrait l'atout militaire le plus important de ce périmètre glacé. Il était accroupi dans un trou creusé dans la terre, à l'extérieur de la ligne défensive. La radio était un émetteur-récepteur militaire allemand, capturé un équipement sophistiqué qui fonctionnait encore malgré des semaines de combat. Autour de lui, des soldats américains tentaient de dormir dans le froid, leur souffle visible, leur corps secoué de tremblements. Certains souffraient déjà d'engelures. Tous avaient vu des camarades mourir, tous pensaient qu'ils mouraient ici. La radio sifflait et crépitait. Le grésillement emplissait l'obscurité. Puis des voix allemandes, parlant un allemand militaire, clair et rapide, ordre coordonné,
Désignation d'objectifs. Des commandants de panzer allemands organisant un assaut qui devait commencer à l'aube. L'attaque viendrait de l'Est, submergeant le flanc, est américain, déferlant à travers les positions défensives, anéantissant la force américaine encerclée. Eddie Voss comprenait chaque mot. Pendant 3 heures, il écouta. Il entendit le commandant allemand coordonner. Il les entendit s'organiser. Il entendit le compte à rebours, avant l'assaut, et comprit que ce qu'il entendait n'était pas une attaque mineure. C'était un assaut blindé, coordonné, conçu pour écraser complètement la position américaine. Les estimations de pertes n'étaient pas de simples spéculations, c'étaient des certitudes mathématiques. Sans avertissement, sans redéploiement, sans préparation, 300 soldats américains seraient massacrés dans leur trou de renard. Il rapporta ce qu'il avait entendu à son officier supérieur. Il ne se passa rien. L'information fut consignée. Elle fut traitée comme du renseignement, mais aucune action ne fut entreprise. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à faire. Les défenseurs américains ne pouvaient pas être déplacés. Il n'y avait nulle part où les déplacer. L'artillerie ne pouvait pas être redirigée sans violer les ordres. Le commandement ne pouvait pas réagir aux renseignements sans admettre que le périmètre défensif était indéfendable. Dans cet instant glacé, Eddie Voss comprit qu'il détenait un savoir sur lequel personne d'autre dans ce trou de renard ne pouvait agir. Il possédait la maîtrise d'une langue censée être celle de l'ennemi. Il possédait la capacité de l'incarner avec une authenticité parfaite, celle d'un officier militaire allemand. Et il possédait autre chose encore, la lucidité qui naît lorsqu'on comprend qu'obéir aux ordres signifie regarder des hommes mourir et que désobéir pourrait les sauver. Il n'avait pas de formation spéciale. Il n'avait aucune autorité militaire. Il n'avait que la voix de sa grand-mère, son courage et son désespoir. Dans l'histoire militaire, nombre des décisions les plus déterminantes sont prises en secret, sans autorisation et en violation d'ordres explicites. Eddie Voss prit sa décision seul, dans l'obscurité, en écoutant le grésillement. Il commença à composer un message non pas en anglais, mais en allemand. Il se ferait passer pour un officier de panzer allemand. Il interromprait la fréquence radio allemande. Il détournerait la colonne de panzer attaquante, loin de la position défensive américaine. C'était insensé. C'était illégal. C'était une infraction passible de cour martiale, mais cela pouvait fonctionner. Le problème était la précision. S'il commettait la moindre erreur, un mot mal prononcé, une faute de grammaire, un accent glissant vers l'anglais américain, les commandants allemands reconnaîtraient immédiatement la supercherie. Ils ajusteraient leur réponse. Ils attaqueraient avec une force encore plus grande. Son acte ne sauverait pas des vies. Cela les condamnerait. Eddie Voss n'avait qu'une seule chance, une seule transmission, un seul instant, pour insérer un ordre si parfaitement intégré au trafic radio-militaire allemand qu'il serait accepté sans la moindre question. Il commença à élaborer le message. Il pensa aux officiers allemands qu'il avait entendus. Il pensa à leur manière de parler. Il pensa au protocole militaire. Il pensa à l'ordre qui paraîtrait le plus légitime s'il provenait de la chaîne de commandement allemande. Il ne devait pas seulement sonner comme un Allemand. Il devait sonner comme un officier allemand, un commandant de terrain, quelqu'un ayant l'autorité de rediriger des mouvements de panzer. Il testa le message intérieurement, se le murmura dans l'obscurité, ajusta la prononciation, affina. L'accent s'assura que chaque inflexion était absolument authentique. Autour de lui, les Américains dormaient le sommeil des condamnés. Il savait que l'instant où il appuierait sur le bouton d'émission, il commettrait un crime fédéral. Il mènerait une action militaire non autorisée
Il violerait des ordres explicites de sa chaîne de commandement. Il romprait le silence radio. Il se ferait passer pour un officier ennemi. En termes militaires, il conduirait une opération de guerre psychologique non autorisée et sans approbation. Lorsqu'il finit par annoncer ce qu'il comptait faire à un officier de sa chaîne de commandement, la réaction fut immédiate et viscérale. C'est illégal, caporal. C'est passible de cour martiale. Vous parlez d'usurper l'identité d'un officier ennemi sur des fréquences ennemies. Cela viole tous les protocoles militaires que nous avons. Les mains de l'officier tremblaient non pas à cause du froid, mais à cause de la prise de conscience de ce que Voss proposait, non par peur que cela échoue, mais parce qu'il comprenait que si cela réussissait, ils seraient tous impliqués. L'officier était face à un choix, suivre la loi militaire et laisser mourir 300 hommes ou autoriser un acte illégal susceptible de les sauver. Eddie Voss attendit une réponse dans l'obscurité glacée, la main posée sur le bouton d'émission. Ce qui se produisit ensuite se déroula en quelques minutes, mais sembla durer des heures. L'officier qui avait entendu le plan de Voss le transmit immédiatement à l'échelon supérieur. Des officiers de terrain se rassemblèrent autour du poste radio. Des messages furent envoyés au quartier général de la division. Des juristes, des avocats militaires furent consultés par radio. La question était simple mais profonde. Un soldat américain pouvait-il légalement se faire passer pour un officier militaire allemand sur des fréquences radio-militaires allemandes si cela pouvait empêcher des pertes américaines? La réponse de tous les conseillers juridiques militaires fut identique non. C'était explicitement interdit par le droit militaire. Cela violait le code uniforme de justice militaire. C'était une action militaire non autorisée. C'était, dans le langage des tribunaux militaires, une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Mais les estimations de pertes étaient tout aussi claires. Sans avertissement de l'assaut des Panzers, la position américaine serait submergée. Les pertes estimées allaient de 200 à 400 hommes tués ou capturés. Ces chiffres n'étaient pas des suppositions. C'étaient des calculs fondés sur la puissance blindée allemande, les réserves de munitions américaines et l'analyse des positions défensives. Les mathématiques étaient brutales et sans ambiguïté. Le débat qui suivit ne portait pas sur la légalité. Tout le monde connaissait la loi. Le débat portait sur la morale, sur ce qui se passe lorsque le droit militaire, conçu pour maintenir l'ordre et la discipline, entre en conflit direct avec la survie immédiate de soldats américains. Un major du commandement divisionnaire du corps des transmissions prit la décision. Il comprenait les implications juridiques. Il comprenait les conséquences pour sa carrière. Il comprenait qu'autoriser Voss à se faire passer pour un officier allemand sur des fréquences militaires allemandes constituait techniquement une conspiration en vue de commettre une action militaire non autorisée. Il serait impliqué. Il pourrait lui-même passer en cour martiale, mais il comprenait aussi que 300 soldats américains mouraient sans intervention. « Faites-le », dit le major. « Faites la transmission. » La pièce explosa d'activité. Les officiers commencèrent à crier des confirmations. Les soldats relayèrent l'ordre à travers le réseau radio. Les opérateurs se positionnèrent sur des fréquences de secours, et Eddie Voss, les mains tremblantes à cause du froid et du poids de ce qu'il allait faire, se plaça sur la fréquence militaire allemande. Il savait que la colonne de panzer allemand effectuait une dernière coordination avant l'assaut, à l'aube. Il connaissait le protocole de communication. Il savait à quel moment les commandants allemands seraient à l'écoute de la fréquence. Il savait exactement quand transmettre. À 2h47,
Le 18 décembre 1944, Eddie Voss appuya sur le bouton d'émission. Il commença à parler en allemand parfait, avec l'accent d'un officier militaire allemand, dans la voix de sa grand-mère transformée en celle d'un commandant de la Wehrmacht. Eddie Voss parla. « Colonne de Panzerreisenfaustwehr », dit-il en utilisant une désignation allemande qu'il avait entendue à la radio. « Ici le commandement divisionnaire. Je redirige votre axe d'assaut. Les nouvelles coordonnées de l'objectif sont les suivantes. » Il donna des coordonnées. Elles sonnaient authentiques, parce qu'elles l'étaient réellement de véritables références de quadrillage militaire allemand. La colonne de Panzer, recevant ce qui semblait être un ordre légitime provenant d'un échelon supérieur de la hiérarchie militaire allemande, confirma la réception. Nouvel objectif, le dépôt de ravitaillement, au point de référence, coordonnées 74 Niner. Cet objectif a une priorité stratégique supérieure à l'affectation actuelle. Force d'assaut désignée pour cette mission, redirection immédiate, accusé réception. Le commandant de Panzers allemand accusa réception. Le vecteur d'attaque changea. Les panzers allemands qui se mettaient en position pour attaquer les défenses américaines commencèrent à se diriger vers les coordonnées du dépôt de ravitaillement des coordonnées qu'Eddie Voss avait choisi suffisamment éloignées pour éviter des pertes américaines immédiates, mais assez proches pour paraître crédibles d'un point de vue militaire. L'attaque contre Bastogne ne se produisit jamais ce matin-là. Les soldats américains, qui s'étaient préparés à mourir dans leur trou de renard, ouvrirent les yeux sur un nouveau jour. L'assaut allemand avait été détourné. Les pertes américaines, ce matin-là, furent nulles. 300 soldats américains vécurent parce qu'un jeune homme avait parlé avec la voix de sa grand-mère dans une radio dans l'obscurité. Si cette histoire vous touche, si vous pensez que l'histoire devrait se souvenir des gens ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires, alors abonnez-vous à Last Words. Nous documentons les histoires que l'histoire a tenté d'enterrer. Nous donnons une voix aux hommes et aux femmes dont les décisions ont tout changé. Cliquez sur le bouton d'abonnement et chaque semaine, vous recevrez des récits de courage qui ont été classifiés, enfouis ou oubliés. Des histoires qui méritent d'être rappelées. Les suites immédiates de la transmission d'Eddie Voss furent chaotiques. Les officiers se précipitèrent pour vérifier que l'ordre avait bien été émis. Les opérateurs radio allemands confirmèrent l'avoir reçu. Les services de renseignement américains, qui surveillaient les fréquences allemandes, signalèrent que la colonne de Panzer avait inexplicablement changé de direction. L'assaut allemand censé anéantir 300 soldats américains s'arrêta tout simplement pendant les 90 premières minutes suivant la transmission. Il y eut un silence radio. Aucun officier allemand ne remit l'ordre en question. Aucun commandant ne demanda de clarification au quartier général supérieur. La tromperie tint, mais elle ne pouvait pas durer éternellement. Environ 2 heures après la transmission d'Eddie Voss, le commandement allemand commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. Une colonne de Panzer avait changé d'objectif sur la base d'un ordre radio que le haut commandement n'avait jamais émis. Le quartier général divisionnaire n'avait aucune trace d'une redirection de la colonne de Panzer Eisen F. Le dépôt de ravitaillement, désigné par Eddie Voss comme nouvel objectif, n'était pas une cible prioritaire. En réalité, c'était une position secondaire déjà partiellement évacuée. Les officiers allemands commencèrent à soupçonner une tromperie, mais à ce moment-là, il était trop tard pour faire demi-tour et reprendre l'assaut initial sans perdre des heures de coordination. La situation tactique avait changé. Les forces américaines n'étaient plus dans l'état de vulnérabilité et d'ignorance qui était le leur avant la transmission. La colonne de panzers allemands finit par localiser la véritable position américaine
Mais l'attaque, lorsqu'elle eut lieu, fut désorganisée. Elle fut retardée. Elle avait perdu l'avantage de la surprise totale, et les forces américaines désormais conscientes de la menace s'étaient redéployées. Elles avaient appelé des appuis d'artillerie. Elles avaient redistribué les munitions. Les pertes américaines le 18 décembre 1944 dans le secteur de Bastogne furent minimes. Dans les jours qui suivirent, le renseignement militaire américain rassembla les chiffres. Il estima que sans l'intervention de Voss, les pertes américaines dans ce secteur auraient dépassé 300 soldats. Beaucoup auraient été tués. Beaucoup auraient été capturés et seraient devenus prisonniers de guerre dans des camps allemands, des camps où l'on savait que les prisonniers américains subissaient des conditions extrêmes. Les chiffres étaient implacables, 300 vies contre un caporal commettant une infraction passible de cour martiale. D'un point de vue strictement utilitariste du calcul militaire, le choix n'était même pas difficile. Mais du point de vue du droit militaire, il était extraordinairement dangereux. Si Eddie Voss avait été découvert, jugé et condamné pour ses actes, cela aurait créé un précédent. Cela aurait signifié que des soldats ordinaires pouvaient être poursuivis pour avoir pris des initiatives indépendantes, même lorsque ces initiatives sauvaient des vies. Cela aurait produit un effet dissuasif sur l'initiative. Cela aurait renforcé le principe selon lequel obéir aux ordres était plus important que sauver des vies américaines. L'officier qui avait autorisé la transmission comprenait ces implications. Le général commandant, qui examina l'incident, les comprenait également. La décision fut prise au plus haut niveau. L'incident serait classifié, les dossiers seraient scellés. Eddie Voss ne serait pas poursuivi. La transmission serait classée comme une action militaire non autorisée. Mais Voss serait protégé de toute poursuite. En termes militaires, il serait considéré comme ayant commis une action non autorisée, ayant produit des résultats positifs. Il ne serait pas promu. Il ne recevrait aucune décoration. Il serait discrètement transféré dans une autre unité. Son dossier de service ferait état de ses actes, mais la nature de ces actes resterait scellée. Des années plus tard, des historiens militaires examineraient la bataille des Ardennes et tenteraient de comprendre les décisions tactiques qui avaient empêché une défaite américaine totale dans certains secteurs. Dans le cas d'Eddie Voss, la réponse était simple: un homme, une radio, un instant de courage et la voix de sa grand-mère. La réaction allemande à la tromperie fut consignée dans des rapports d'après-action. Les officiers allemands furent furieux lorsqu'ils réalisèrent qu'ils avaient été dupés. Ils engagèrent des procédures de cour martiale contre les commandants qui avaient accepté l'ordre frauduleux. Ils menèrent des enquêtes sur la transmission. Ils renforcèrent les protocoles afin d'empêcher de futures tromperies. Mais le mal était fait. Le moment de vulnérabilité américaine était passé. La ligne défensive américaine tint. L'offensive allemande s'enlisa et finalement les renforts américains arrivèrent. Le 26 décembre, les forces américaines, sous le commandement du général George Patton, dégagèrent Bastogne. L'offensive allemande s'effondra. La bataille des Ardennes devint le début de la fin pour l'Allemagne nazie. La transmission unique d'Eddie Voss ne gagna pas la guerre, mais elle sauva 300 vies américaines en une seule nuit. Elle empêcha une percée qui aurait pu avoir des conséquences en cascade sur l'ensemble de la position défensive américaine. Elle démontra de la manière la plus concrète que parfois l'arme la plus puissante dans un conflit militaire n'est ni un char, ni une pièce d'artillerie, ni un fusil. Parfois, c'est la voix humaine qui parle avec vérité, qui parle avec autorité, dans une langue qui porte le poids de l'authenticité. Des pilotes allemands
ayant participé aux actions d'arrière-garde pendant la bataille des Ardennes, décrivirent plus tard leur frustration face à la résilience défensive américaine. Ils notèrent dans leur rapport que les forces américaines semblaient anticiper les mouvements allemands. Ils relevèrent que des erreurs de communication semblaient ralentir la coordination allemande. Les historiens ont longtemps attribué cela à la supériorité aérienne et à la supériorité de l'artillerie américaine, et ces facteurs étaient bien réels. Mais Eddie Voss connaissait la vérité. Et les 300 soldats américains qui vécurent parce qu'un jeune caporal avait enfreint la loi pour sauver leur vie la connaissaient aussi. Les histoires de la Seconde Guerre mondiale qui ont changé le cours de l'histoire ne sont pas toujours les plus célèbres. Ce ne sont pas toujours celles que l'on trouve dans les manuels scolaires. Souvent, ce sont des histoires classifiées, enterrées ou oubliées par la bureaucratie militaire. Si vous souhaitez entendre davantage de récits de ce type des histoires de gens ordinaires, faisant des choix extraordinaires, dans des circonstances extraordinaires, abonnez-vous à Last Words et activez les notifications. Nous publions une nouvelle histoire chaque vendredi, des histoires de courage, des histoires de sacrifice, des histoires qui méritent d'être rappelées. Après la guerre, Eddie Voss retourna à la vie civile. Il ne donna pas d'interview sur ses actions durant la bataille des Ardennes. Il ne chercha pas la reconnaissance publique. Il n'écrivit pas de mémoire. Lorsque les historiens militaires commencèrent à documenter la bataille des Ardennes dans les années 1950 et 1960, le nom de Voss n'apparut que brièvement dans des documents déclassifiés et seulement en notes de bas de page. Son histoire ne faisait pas partie du récit public de la Seconde Guerre mondiale. En 1975, plus de 30 ans après la bataille des Ardennes, les dossiers militaires concernant la transmission de Voss furent enfin déclassifiés. Un historien examinant les archives militaires découvrit des références à la tromperie radio de Bastogne. Il demanda le dossier complet. Celui-ci fut rendu public et pour la première fois, l'histoire d'Eddie Voss et de sa transmission illégale devint connue de la communauté historique. Mais même alors, elle ne fut pas largement diffusée. L'histoire resta marginale. Elle demeura un élément de note de bas de page. Elle resta un détail de l'histoire militaire, plutôt qu'un récit populaire. Lorsqu'il fut interrogé par des historiens militaires dans les années 1980, après que ces actes eurent été officiellement documentés et déclassifiés, Eddie Voss fit preuve d'une grande humilité. Il ne s'attribua pas tout le mérite d'avoir sauvé 300 vies. Il reconnut que ses actions n'avaient pas été autorisées. Il exprima sa gratitude de ne pas avoir été traduit en cour martiale. Selon tous les témoignages, c'était un homme discret qui mena une vie discrète. « Oui, j'ai fait ce qu'il fallait faire », déclara Voss lors d'un entretien. « J'avais un don, la langue. Ces hommes allaient mourir sans avertissement. Je pouvais leur donner une chance. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai donné une chance. » Lorsqu'on lui demanda s'il regrettait d'avoir enfreint les ordres, Voss marqua une pause. « Les ordres existent pour une raison, dit-il prudemment, mais la vie des hommes aussi. Quand ces deux choses entrent en conflit, il faut décider avec quoi l'on est prêt à vivre. J'étais prêt à affronter une cour martiale. Je n'étais pas prêt à regarder 300 hommes mourir, alors que je pouvais faire quelque chose. » Après la guerre, le corps des transmissions de l'armée américaine étudia la transmission de Voss comme un cas d'école de guerre psychologique. Elle devint partie intégrante de la formation militaire. Elle entra dans les programmes des académies militaires et des cursus de formation du renseignement. L'action de Voss démontra que les opérations psychologiques ne nécessitaient ni une infrastructure massive,
ni des ressources considérables. Elles exigeaient de la compréhension une maîtrise culturelle et du courage. La doctrine militaire moderne en matière d'opérations psychologiques retrace une filiation directe jusqu'à la transmission d'Eddie Voss. Son acte valida le principe selon lequel l'authenticité linguistique et culturelle pouvait être aussi puissante qu'une force militaire conventionnelle. Mais l'héritage le plus profond est peut-être d'ordre moral. L'histoire d'Eddie Voss est un cas d'étude de ce que les éthiciens militaires appellent la désobéissance de conscience. Elle pose la question de savoir quand l'obéissance aux ordres devient une complicité dans un mal évitable. Elle interroge la place de la conscience individuelle au sein de la structure militaire. La leçon que la vie d'Eddie Voss nous enseigne est la suivante. Parfois le plus grand acte de discipline militaire est le courage de briser un ordre injuste. Parfois l'acte le plus patriotique est la volonté d'assumer les conséquences pour avoir fait ce qui est juste. Eddie Voss mourut en 1998. À l'âge de 75 ans, il fut enterré avec les honneurs militaires complets. Son dossier de service fut modifié pour refléter sa classification comme ayant commis une action militaire non autorisée, ayant entraîné une préservation exceptionnelle de vies américaines. 300 soldats américains rentrèrent chez eux après la bataille des Ardennes, parce qu'un jeune homme avec la voix de sa grand-mère décida que sauver des vies valait plus que l'obéissance à la loi. Telle est l'histoire d'Eddie Voss. Telle est l'histoire que l'armée des États-Unis a tenté d'enterrer. Telle est l'histoire qui mérite d'être rappelée.